Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de clustering, ce qu'on appelle encore segmentation, et nous allons utiliser le langage R. Donc, tiens-toi prêt, nous allons effectuer la segmentation de la clientèle d'une entreprise et tu verras, code à l'appui, comment effectuer ce genre de tâches en écrivant du code R. Nous allons travailler dans RStudio. Alors, qu'est-ce que la segmentation? Pour que tu comprennes un peu, il faut savoir que le succès d'une entreprise dépend largement de sa connaissance du comportement de sa clientèle. Dans la plupart des cas, il est impossible que l'entreprise connaisse chaque client de façon individuelle. Heureusement, il existe des techniques permettant de classer tous les clients en groupes en fonction des similitudes identifiées, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques communes. Et parmi ces techniques, il y a la technique du clustering. Nous allons voir comment implémenter cette technique dans R. L'objectif de ce tutoriel est d'appliquer des techniques de clustering pour identifier les segments pertinents pour certaines activités commerciales comme le déploiement d'une campagne marketing. Pour effectuer ce projet, nous allons utiliser un jeu de données libre d'accès, donc open source. Je mettrai le lien, d'accord? Le lien des données, tu pourras le télécharger et réaliser ce projet toi-même. Donc, les données se trouvent dans le répertoire qui s'appelle UCI Machine Learning Repository. J'ai beaucoup travaillé avec ce répertoire de données. C'est un entrepôt de données pour permettre aux data scientists de pouvoir s'exercer sur différentes tâches de machine learning. Donc, sans plus tarder, nous allons télécharger le jeu de données. Donc ici, nous allons dans Data Folder. On clique là. Et voici le fichier CSV que je vais télécharger. Enregistrer sous. Je le mets tout simplement dans le bureau. Voilà. Donc, je reviens pour qu'on voie ensemble la description du jeu de données. Ici, il s'agit en fait d'un jeu de données très simple qui comporte 8 colonnes. Et à part les colonnes Channel et Région, Channel c'est le canal par lequel le client a effectué son achat. Et Région c'est la région, c'est tout simplement la région. Les autres variables, Fresh, Mic, etc. sont des variables numériques qui indiquent la dépense annuelle sur chaque type de produit. Voilà, donc par exemple au niveau du lait, d'accord, c'est la dépense annuelle sur les produits laitiers. Donc nous allons utiliser en fait ces caractéristiques-là, ces variables, afin de classifier les clients. Donc on va essayer de les classifier, de les segmenter, voilà, c'est le mot adéquat, de segmenter les clients en deux, trois groupes, on verra, d'accord? Donc, une fois que j'ai téléchargé le jeu de données, je vais dans RStudio. Donc, vous ouvrez RStudio. Vous créez un nouveau script. Par exemple, vous pouvez le nommer clustering et vous l'enregistrez. De préférence, enregistrez-le dans le même dossier dans lequel se trouve le fichier de données. Donc, après, il est bien de définir le répertoire de travail. Donc, vous pouvez le définir comme étant dans le même dossier que votre script. Donc, to source file location. Donc, une fois que j'ai défini le répertoire de travail, je peux commencer par importer mes données. Donc, importation des données. Je vais nommer ma data frame df 8.csv et le fichier c'est Woolsal Customer Data CSV. Je peux faire view df. Donc attention,
Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, voici mon fichier, ma data frame. Donc, j'ai 8 colonnes. La colonne indiquant le canal par lequel le client effectue l'achat, la région, donc la région où se trouve le client, donc sa dépense annuelle en produits laitiers, ça, etc., etc. Donc, nous allons en fait utiliser les 6 colonnes, donc de la troisième colonne à la dernière colonne pour effectuer notre segmentation. Mais avant cela, il faut connaître un peu les données. Il faut faire une analyse exploratoire. Déjà noter que les données comportent 140 observations. Donc 440 observations, ça veut dire que nous avons 440 clients. Maintenant, l'analyse exploratoire. Ici, nous allons faire juste une petite analyse exploratoire des données. J'ai un cours sur mon site web qui vous permet de réaliser l'analyse exploratoire lorsque vous êtes en train de travailler sur un projet dans R. Donc ici, ce que nous pouvons voir rapidement, c'est la structure de notre data frame. Donc, vous voyez ici, nous avons des entiers naturels. Donc, les colonnes et les valeurs sont stockées sous forme d'entiers naturels au niveau de toutes les colonnes. Nous pouvons aussi voir le résumé statistique. Summary DF. Donc, voici le résumé statistique. Vous avez des paramètres statistiques tels que le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum. On peut afficher de façon plus optimale, d'accord, plus esthétique le résumé statistique en faisant appel tout simplement à la librairie Summary Tools, d'accord, et je fais View de DF Summary DF, d'accord. J'exécute deux codes. Et ça me génère, regardez, un tableau sous format HTML. Donc, je peux afficher, attention, voilà, je peux l'afficher. Voilà. Donc, je ferme ces onglets. Regardez, ici, j'ai le résumé statistique de ma data frame m'indiquant plusieurs paramètres statistiques. Voilà, c'est très bien présenté. Je vous encourage à utiliser cette commande-là. Et ça me donne aussi le nombre de valeurs manquantes ainsi que le pourcentage de valeurs manquantes au niveau de chaque variable. Donc, nous retournons dans RStudio. Qu'est-ce qu'on peut encore afficher comme analyse exploratoire? Bon, étant donné qu'ici nous n'avons pas de données manquantes, nous n'allons pas faire un traitement de valeurs manquantes. Nous allons passer à la préparation des données. Donc, préparation des données. Alors, qu'est-ce qu'on fera en termes de préparation? Il faut savoir que la plupart des algorithmes de clustering utilisent le calcul de distance dans leur fonctionnement. Et il est important alors de normaliser ou de standardiser les données afin de les mettre à la même échelle. Si par exemple vous avez une variable qui a de fortes valeurs, de très fortes valeurs par rapport aux autres variables, elle risque d'avoir plus de poids dans l'attribution d'un cluster. Donc pour éviter cela, il faut standardiser ou normaliser vos données, votre jeu de données. C'est ce que nous allons faire. Nous allons créer donc une fonction de normalisation. Nous allons utiliser la méthode min-max-scaler qui va mettre les valeurs de chaque variable entre 0 et 1. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler normalize.
prends un seul argument et me retourne donc premièrement x moins min de x, d'accord, divisé par l'étendue, donc le maximum moins le minimum. Voilà. Donc, j'ai ma fonction. Je peux l'appliquer maintenant à mon jeu de données. Donc, je vais stocker le résultat dans une variable que je vais appeler dfClean, qui sera égale à normalize df, tout simplement. Et j'affiche dfClean. Donc, je peux exécuter. Voilà, vous voyez ici maintenant, nous avons notre jeu de données qui est normalisé. Donc, nous venons d'importer les données, de faire une petite analyse exploratoire pour mieux comprendre ces données-là, avoir la structure de la data frame, le résumé statistique, et nous avons procédé aussi à la préparation du jeu de données. Dans la prochaine étape, nous allons entamer la segmentation proprement dite avec l'algorithme des cas moyennes, K-means. Avant de commencer la segmentation des clients par l'algorithme des cas moyennes, nous allons déjà supprimer les colonnes que nous ne voulons pas considérer dans notre segmentation, à savoir les colonnes indiquant le canal et la région, d'accord? Nous ne voulons pas considérer ces colonnes-là. Donc, il suffit de faire df clean. Donc, df clean. On va exclure la première et la deuxième colonne. Voilà. Donc, j'exécute ça. OK, parfait. Donc, passons maintenant à la segmentation. Donc, clustering avec K-means. L'algorithme de clustering K-means est un algorithme de partitionnement qui permet de trouver un nombre prédéfini K de sous-groupes qu'on appelle clusters. Et ces sous-groupes sont homogènes dans un grand ensemble de données. Donc, cet algorithme fait partie de l'apprentissage non supervisé. Si ces thèmes ne vous parlent pas, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, je mettrai dans le lien de la description de la vidéo mon livre, d'accord? Un lien vers mon livre sur le machine learning par la pratique. Il fait partie donc de l'apprentissage non supervisé. L'idée basique des méthodes de partitionnement est de définir les clusters de telle sorte que la variation intergroupe, d'accord, ce qu'on appelle en anglais intercluster, soit minimisée. Donc, qui dit variation intercluster, intergroupe, c'est en fait, il faut comprendre que à l'intérieur d'un cluster, il faut que les points soient vraiment très proches l'un de l'autre, d'accord? Pour que le cluster soit vraiment homogène. Donc, la distance entre ces points-là doit être vraiment minimisée, mais par contre, la distance entre des points de différents clusters doit être maximale, en fait. Donc, ça doit être maximal. Donc, c'est comme ça que vous pouvez regarder la qualité de votre segmentation. Mais le premier problème que pose cet algorithme, en fait, c'est que c'est l'utilisateur lui-même qui choisit le nombre de clusters. D'accord? Et cela peut être vraiment subjectif. Mais il existe des méthodes que nous allons voir, la méthode du coude par exemple, qui permettent plutôt de déterminer le nombre optimal de clusters. Donc, nous allons utiliser la méthode du coude qui va nous permettre de déterminer le nombre optimal de clusters. Donc, nous allons importer la librairie
attention, facto extra, d'accord. Donc, on exécute ce code et nous allons utiliser une fonction de cette librairie là. C'est la fonction fis nbclust. Donc, fis. Donc, si vous voulez faire de la segmentation ou bien même de l'analyse en composantes principales, c'est l'une des librairies les plus populaires de R pour effectuer cette tâche-là, facto extra. Donc, cette fonction, nous allons définir notre jeu de données. Donc, df clean. Attention, je vais le placer là. Df clean. La méthode ici, c'est kmeans. Donc, et la fonction, c'est kmeans. Et la méthode WSS. Donc, je vous invite à vraiment regarder la documentation de cette fonction, mais elle est toute simple d'utilisation en fait. Donc, ici, j'exécute le code. Et je peux afficher maintenant elbow méthode. C'est un graphique. Donc, regardez. Ici, j'ai le nombre optimal de cluster. Le graphique me donne l'inertie du système, d'accord? L'inertie du système au fur et à mesure que le nombre de clusters augmente. Et donc, qu'est-ce que la méthode de coude dit? Elle dit tout simplement qu'à un moment donné, au niveau de la courbe, il y a une inflexion, donc une sorte de coude. Et le point à ce niveau, c'est le point où se trouve, d'accord, le nombre de clusters optimal. Ici, nous pouvons dire que, voilà, nous avons à faire, en fait, nous avons un nombre optimal de clusters qui est égal à 3, on peut le dire, d'accord, parce qu'à ce niveau, on observe vraiment une inflexion, un coude, d'accord. Mais bon, certaines personnes peuvent dire 4 aussi, hein. Donc, on ne sait vraiment pas à l'œil nu comme ça, on va dire c'est subjectif. On va appliquer notre fonction d'un autre package qui va nous donner explicitement le nombre optimal de clusters. Donc, on importe la librairie nbclust. Si vous n'avez pas ces packages à votre niveau, je vous invite à tout simplement les installer avec vous pouvez les installer manuellement ici ou avec la fonction install.package. Voilà. Maintenant, je peux utiliser la fonction nb, attention, nbclust. La distance, on va utiliser la distance euclidienne. Et la méthode, c'est kmeans. J'exécute. Donc, une fois que l'algorithme s'est exécuté, voyons ensemble le résultat. Donc, je peux agrandir. Ce qui nous intéresse en fait, c'est cette partie du résultat. Ici, regardez, à chaque itération, il nous génère un meilleur nombre de clusters. Et en conclusion, il applique la règle de la majorité pour nous sortir le meilleur nombre de clusters à considérer. Donc, c'est comme en démocratie, c'est la règle de la majorité qui passe. Donc, ici, il dit, selon la règle de la majorité, le meilleur nombre de clusters est 3. Ce que nous avions déjà vu avec la méthode du coude aussi. D'accord?
Donc, c'est vraiment ces deux fonctions-là, FIS NBClust et NBClust de la librairie NBClust aussi, qui permettent vraiment de déterminer le meilleur nombre de clusters par la méthode du code. Et ce sont des méthodes vraiment très simples à appliquer. Une fois que nous avons déterminé le meilleur nombre, le nombre optimal de clusters, nous pouvons l'implémenter dans l'algorithme KMeans. Donc ici, on va définir une graine aléatoire de telle sorte que chaque fois que nous allons exécuter le code, qu'on ait le même résultat. Il faut savoir que ici, c'est un processus aléatoire, d'accord? Vous pouvez aller checker sur sur Internet pour voir la documentation, vraiment l'explication mathématique derrière la méthode des cas moyennes, mais il s'agit d'un processus aléatoire. Donc, si vous voulez avoir le même résultat à chaque exécution de votre code, il faut définir une graine aléatoire. Et après, nous allons nommer notre modèle modèle KMeans, d'accord, tout simplement, et faire appel à la fonction KMeans, d'accord, qui est une fonction intrinsèque à R. Donc, on prend le jeu de données dfclean et le troisième argument important, on va le mettre à 50. Centers, ici, c'est le nombre de clusters à considérer, d'accord, nous avons mis 3 parce que la méthode du code nous suggère 3. Et ça, c'est la data frame. Start, ça permet en fait de définir un nombre d'ensembles aléatoires de centroïdes, d'accord? Donc, il faut savoir que l'algorithme des cas moyennes, il va commencer par un point, il va définir un point qui est centroïde du cluster, d'accord? Et calculer la distance des autres points par rapport à ce centroïde-là. Et comme ça, il va attribuer les points à chaque centroïde. Donc ici, en définissant nstat égale à 50, nous disons à l'algorithme de considérer un ensemble aléatoire, 50, d'accord, ensemble aléatoire de centroïdes au début comme ça, et d'exécuter l'algorithme. Et il pourra choisir le meilleur cas, d'accord. Donc, plus ce nstat est élevé, plus votre algorithme va prendre en fait du temps pour s'exécuter. Donc, mais souvent, vous pouvez le mettre à 20, 50, selon le jeu de données que vous avez. Si c'est un ensemble très, très grand, je vous conseille de mettre vraiment un chiffre très faible, à moins que vous ayez confiance en vos ressources de calcul. D'accord? Donc, après ça, on va afficher le résultat. Donc, on exécute ces codes. Voilà. Regardons ensemble le résultat. Le résultat vraiment qui nous intéresse, donc c'est une liste. Hein. Ici, vous avez les centroïdes là. D'accord? Les centroïdes, ils ont les caractéristiques moyennes en fait. D'accord? Ils ont les caractéristiques moyennes. Donc ici, Fresh, au niveau du cluster 1, c'est la moyenne, d'accord, des valeurs de cette colonne-là. Et sur ça, comment dire, rappelez-vous que ici, c'est pas les vraies valeurs, nous avons travaillé avec les valeurs normalisées. Donc après, je vous montrerai comment pouvoir revenir aux valeurs, aux vraies valeurs. Et pour chaque observation, il a attribué un cluster. Donc par exemple, pour la première ligne, c'est le cluster 1, etc., etc. Donc voilà les résultats. Une fois que nous avons exécuté notre algorithme des cas moyennes, il faut quand même visualiser le résultat. D'accord? Il y a aussi une fonction de la librairie FactorExtra qui nous permet de visualiser notre résultat de clustering. C'est la fonction fIsCluster. Attention, fIsCluster qui prend en argument la data frame qui a servi à l'entraînement de l'algorithme et le modèle. D'accord? Donc,
modèle K-means et voilà. Donc, on peut zoomer pour bien voir. Regardez ici, en fait, il fait une analyse en composante principale lorsque vous avez plus de 2 variables. Il fait une analyse en composante principale et affiche le nuage de points avec les clusters, bien sûr, entre les 2 premières variables, les 2 premières composantes plutôt. Et vous savez que les 2 premières composantes sont les composantes qui expliquent la majorité de la variance. Quand vous faites une ACP, la première composante explique le plus grand pourcentage, ainsi de suite. Donc, les 2 premières composantes expliquent la majorité de la variance contenue dans les données. Donc, ici, vous avez la DIM 2 qui explique 28,4% et DIM 1, la première composante qui explique 44,1%. Donc, voilà ce qui s'est passé. Nous avons nos clusters ici qui sont colorés en vert, rouge, bleu. D'accord? Mais sachez que, rappelez-vous qu'ici, nous avons les données normalisées. Pour mieux comprendre votre segmentation, vous pouvez essayer d'afficher un graphique avec les vraies valeurs, donc les vraies données. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons attribuer, regardez, au niveau de, rappelez-vous, au niveau du résultat du modèle de cluster, nous avons le vecteur cluster ici, d'accord, qui attribue à chaque ligne son cluster. Donc, nous allons attribuer ce vecteur-là à notre data frame df, d'accord, qui contient les vraies valeurs. Donc, on va dire df cluster. On crée une colonne qui s'appelle cluster qui sera égale à modèle K-means, oui, modèle K-means $cluster, tout simplement. Mais on prend le soin de mettre ça comme étant une variable catégorielle. Donc, as factor, et je vais faire view df qu'on voit ensemble. Donc, regardez ici, j'ai ma data frame df avec une nouvelle colonne ajoutée où pour chaque observation, donc pour chaque client, j'ai l'attribution de son groupe, de son cluster. D'accord? Nous venons de réaliser la segmentation avec la méthode des cas moyennes. Et pour chaque observation de notre data frame, nous avons le cluster qui lui est attribué. D'accord? Chaque observation est assignée à un cluster. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut vérifier la qualité de votre segmentation. Nous repartons dans le code. En apprentissage supervisé, on dispose de données étiquetées qui permettent de comparer les prédictions du modèle aux réelles observations. Donc, vous pouvez tester la performance de votre modèle d'apprentissage supervisé parce que vous détenez la vérité en fait, d'accord? Mais en apprentissage non supervisé, comme c'est le cas ici d'ailleurs, cette comparaison ne peut pas se faire car les données ne sont pas étiquetées ici. Donc, les données ne sont pas étiquetées ici, c'est l'algorithme des cas moyennes qui a lui-même attribué les observations à des clusters. Alors, comment mesurer la qualité quand même de notre travail, la qualité de notre partitionnement? Il existe plusieurs métriques, dont une métrique qu'on appelle le coefficient de silhouette. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers l'explication, la théorie derrière cette métrique. Ici, nous allons juste la calculer. Je vais vous montrer comment l'interpréter et comment l'associer à la qualité de votre travail. Donc, nous allons la nommer SI métrique et utiliser
la fonction silhouette. Donc, cette fonction, elle est dans la librairie cluster que je vais exécuter tout d'abord. Attention, est-ce que ça a été exécuté? Je ne sais pas. Librairie cluster, oui, c'est bien. Maintenant, SI métrique. Donc, j'ai mon modèle Camise. Je prends les clusters et la fonction dis qui prend df clean et distance euclidienne comme méthode. D'accord? Et je peux afficher, maintenant je peux afficher un résumé statistique de SI métrique. Fonction summary ici. Donc, j'exécute. Analysons le résultat. Donc ici, ce qui nous intéresse, regardez, c'est cette ligne-là. Donc, il faut savoir que le coefficient de silhouette, il varie entre -1 et 1. D'accord? Entre -1 et +1. Et si plus la moyenne, d'accord, de ce coefficient-là, plus la moyenne est proche de 1, mieux, et en tout cas, plus la qualité de votre segmentation et plus votre segmentation est de bonne qualité, en fait, c'est ça. Donc ici, nous voyons que la moyenne ici, c'est 0, on va dire 0,48. D'accord? Et donc, 0,48 est plus proche de +1 que de -1. Donc, nous pouvons conclure qu'à partir de ce coefficient de silhouette, que nous avons une bonne segmentation, tout simplement. D'accord? Mais on ne peut pas s'arrêter là. Si vous êtes data scientist et que vous faites une segmentation de clientèle ou bien une segmentation des données de d'autres types, d'accord, dans un autre domaine, il faut pouvoir faire une interprétation. D'accord? Et l'interprétation que vous pouvez faire ici, c'est à partir des centroïdes. Parce que les centroïdes sont en fait les représentants de chaque cluster. Donc, l'idée même de la segmentation, c'est de pouvoir avoir des clusters, d'accord? Et dans ces clusters, on a un représentant et on est sûr que ce représentant, en fait, a les mêmes caractéristiques que l'ensemble a les caractéristiques moyennes des individus de son cluster, d'accord? Et imaginez que vous avez dans un cluster, vous avez 10 000 observations. Donc, par exemple, 10 000 clients. Vous ne pouvez pas connaître ces 10 000 clients aussi de façon individuelle pour savoir comment concevoir votre campagne marketing. Mais ce que vous connaissez par contre, c'est le centroïde. D'accord? C'est le centroïde qui, en fait, représente chacun de ces 10 000 clients-là. Donc, si vous connaissez ces caractéristiques, donc les caractéristiques de ce centroïde représentant, vous allez pouvoir alors concevoir une campagne marketing vraiment spécialisée ou bien comment dire, vraiment orientée pour ce cluster-là en particulier. D'accord? Et au niveau de notre modèle Camise, nous avons les centroïdes. Donc, je remets modèle Camise. Non, je pense que c'est Synthèse. Voilà. Ici, nous avons les caractéristiques des centroïdes, mais ce ne sont pas les vraies valeurs ici, d'accord? Parce que nous avons travaillé avec les données normalisées. Nous allons créer ces mêmes centroïdes-là, mais cette fois-ci pour les vraies valeurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le centroïde, c'est juste, les centroïdes ont les caractéristiques moyennes, d'accord? Donc, nous allons prendre notre data frame, d'accord, df, et nous allons faire une fonction à la fonction pipe. Donc, je vais faire appel à dply
nous allons faire df, on va grouper, group by cluster, et nous allons calculer la moyenne pour chaque colonne. Donc summarize, ici j'utilise la fonction summarize each. Si je me rappelle, donc c'est fins et la méthode ici c'est moyenne. Donc je pense comme ceci. Je vais voir go by df. Pourquoi me souligne ça? Je sais pas. Attention. Summarize each fins min. Peut-être sans parenthèse, peut-être. Il manque une parenthèse ici. Voilà. Donc, voici vos centroïdes avec les vraies valeurs. Donc, nous pouvons maintenant commenter ces valeurs-là. Donc, on peut faire des commentaires. Ici, en ayant les caractéristiques de chaque centre de gravité, donc le centroïde, c'est le centre de gravité du cluster, nous pouvons tirer des informations pour chacun des groupes qui permettront d'avoir une campagne marketing efficace. D'accord? Donc, ici, regardez le groupe 1. Le groupe 1, donc le cluster 1, 8253 pour fraîche, 3000, 3825 au niveau de milk. Donc, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire à ce niveau? Donc, quand même, commençons par regarder le groupe 3. Le groupe 3, apparemment, c'est les plus dépensiers en fait. D'accord? Ce sont les clients les plus dépensiers parce que regardez la dépense annuelle déjà au niveau des frais, c'est 35 941 par rapport aux autres. Même au niveau de milk, non, au niveau de milk, ne sont pas les plus dépensiers. Au niveau de grocery non plus. Mais bon, voilà, ils sont quand même les plus dépensiers au niveau de fraîche, de la catégorie frais. D'accord? Le groupe 2 est le plus dépensier. Le groupe 2, regardez, le groupe 2 est le plus dépensé au niveau de la catégorie grocery. Grocery, c'est épicerie. Donc, au niveau de la catégorie épicerie, c'est le groupe 2 le plus dépensier. Et le groupe 3, en fait, le groupe 3, non, le groupe 1, passons au groupe 1. Le groupe 1, regardons la catégorie qu'est-ce qu'on peut dire? 1700, 2000, 8000, 3825. Au niveau de la catégorie milk, c'est les moins dépensés. Donc, c'est ce genre de comparaison en fait que vous pouvez faire. Hein, voilà. Regardez au niveau de, par exemple, du canal. Donc, le groupe 2, voilà, ils achètent plus par le canal, on va dire 2, parce que la moyenne, ça donne 1,96, mais c'est proche de 2. D'accord? Bon, vous n'allez pas vraiment considérer ces colonnes parce que c'est des colonnes en catégorielles, en région et channel, c'est des colonnes catégorielles. Vous allez plus considérer ces colonnes-là, d'accord, et faire votre interprétation. Donc, ce sont les centroïdes qui vous permettent de faire l'interprétation de votre segmentation. Donc, chers amis, voici, nous sommes à la fin de ce tutoriel dans lequel nous avons vu comment implémenter une segmentation par l'algorithme des cas moyennes dans R. Et voici le code. Nous avons commencé par importer les données, effectuer une petite analyse exploratoire, d'accord? Préparer nos données
Pour la segmentation, surtout si vous voulez utiliser un algorithme qui fait le calcul de distance comme K-means, il faut forcément standardiser ou normaliser vos données. C'est obligatoire. Donc, c'est ce que nous avons fait. Après, vous utilisez la méthode de COUD pour déterminer le nombre optimal de clusters. Puis, vous implémentez, vous utilisez ce nombre optimal de clusters dans votre méthode K-means. Vous faites la visualisation de vos données et de vos résultats, de vos clusters. Vous attribuez chaque observation à un cluster donné et puis vous déterminez la qualité de votre segmentation en calculant le coefficient de silhouette. Et après, vous faites une interprétation en interprétant les valeurs au niveau des centroïdes. Le clustering, c'est une technique d'apprentissage automatique non supervisé. Elle est très simple à implémenter avec l'algorithme K-means. Donc, nous sommes au thème de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant juste un pouce bleu. D'accord? Ça permet à YouTube de pouvoir le montrer vraiment à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à le partager. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que il y a déjà plein de vidéos que j'ai déjà sorties qui vont vous intéresser, notamment des formations en statistique, en programmation avec Python, R, des cours sur SQL. Vous avez plein de tutoriels. Franchement, allez regarder les vidéos. Elles vont vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Et il y a plusieurs autres vidéos qui vont sortir. Donc, c'est pour ça que je vous invite à activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque je publie de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.